créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Et c'est parti. Eh bien, bonjour, je suis aujourd'hui avec Alexandre Rosso dans les locaux du restaurant Loulou Group rue de Rivoli à Paris. Accueilli dans cet écrin, parce que c'est un écrin, faut le dire, c'est magnifique. Pour les gens qui nous écoutent, j'essaierai de poster des photos que j'ai réussi à prendre avant de croiser Alexandre. On pourra t'en envoyer sinon. Ah ben c'est encore mieux, elles seront plus jolies. D'abord, merci de m'accueillir ici, Alexandre. On va remercier tout de suite aussi Yann Rivière qui nous met en relation. Et on le salue. Et on le salue, on l'embrasse, depuis son île de la Réunion. L'épisode d'aujourd'hui va se décomposer, en tout cas on va essayer de s'y tenir en deux parties. Ce que je te propose, Alexandre, c'est une première partie où on parle de Alexandre Rosso, tes origines, ton bagage, tes études, rapidement, et puis surtout premier job salarié s'il y en a. Le déclic, parce que moi ça m'intéresse toujours de comprendre comment on décide de se mettre à son compte, puisque tu t'es mis à ton compte dans des vies antérieures, et on va en parler, notamment dans la finance, le capital venture, et tu nous parleras de ça. On se tient à peu près une demi-heure sur cette première partie, et derrière on se lance sur une deuxième partie où tu nous parles de la genèse de la reprise de le groupe, ton association avec ton associé, comment ça vient, la décision, l'exécution, le timing, parce qu'il y a quand même un timing dont il faut qu'on parle, notamment dans la décision et derrière le Covid. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est la vision et la volonté de transformer cette marque en quelque chose d'autre. Et ça, je suis super curieux de connaître ça. Mais d'abord, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Alexandre, te présenter ? Avec plaisir. Donc j'ai 33 ans. Je suis parisien. J'ai 2 enfants. Un petit garçon de 4 ans et un autre de 18 mois. Ok. J'ai fait mes études à Paris. Après ça, j'ai fait 2 ans de prépa pour faire une école de commerce. En me disant que c'est ce qui me permettrait probablement d'avoir une voie assez large après. Je commençais à avoir en tête un peu ce que je voulais faire. C'était pas forcément aussi précis que ça l'a été après, mais l'univers de la finance et l'univers en l'occurrence du capital investissement et du private equity et la possibilité d'accompagner des entreprises pour les aider à se développer, c'était quelque chose qui commençait déjà un peu à tourner à ce moment-là. Tu fais quoi comme école de commerce du coup ? J'ai fait l'ESSEC. L'ESSEC, ok, c'est une super école quand même. Et en fait j'ai fait l'ESSEC, j'ai vraiment fait l'ESSEC, mais en fin de première année, en fait tout est parti en fin de première année. Donc on fait une première année qui est un tronc commun pour dépoussiérer un peu les élèves de prépa qu'on était qui sortaient juste de leur livre très théorique. Et on a 6 mois de stage à faire à ce moment-là. Et donc j'écume un peu tous les process de recrutement de stagiaires. Comme c'est un stage de 6 mois, c'est quand même un sujet qu'on ne prenait pas à la légère, et je rencontre toutes les banques d'affaires, les gros fonds, de façon un peu scolaire et méthodique. Bien sûr. Et absolument rien de très emballant, et je rencontre un club d'entrepreneurs à cette époque-là qui s'appelle Agregator. J'ai été mis en relation par mon parrain qui m'avait filé un coup de main, qui lui-même était entrepreneur et membre de ce club d'entrepreneurs. Ok. Et qui me dit, va les voir, c'est des gens géniaux, tu perds pas grand-chose, donc j'y vais. Je me présente au rendez-vous. La personne qui s'appelait Guillaume Olivier Doré me raconte un peu ce qu'il veut faire, qu'il veut monter un fonds en disant voilà, on a un club d'entrepreneurs et on veut aller plus loin, accompagner les entrepreneurs de ce club avec de l'argent pour les soutenir dans leur développement ou dans leurs opérations de transmission et de cession. Donc tu es en seed, ce qu'on appelle ça Pas du tout. Non. On faisait ce qu'on appelait du multi-stage, c'est-à-dire qu'on faisait un peu de capital risque, plutôt sur des boîtes qui quand même avaient déjà un modèle économique et un peu de chiffre d'affaires, et qui avaient besoin d'argent pour continuer à se développer. En capital développement, sur des entreprises matures qui, elles, avaient besoin d'argent pour poursuivre un développement, soit, on va dire, élargir leur gamme de produits, soit racheter un de leurs concurrents.
D'accord. mais qui étaient des boîtes qui n'avaient pas besoin d'argent. C'est-à-dire en VC, elles ont besoin d'argent parce qu'elles perdent de l'argent. Là, c'est des boîtes qui sont plutôt des boîtes rentables, mais qui ont besoin d'argent pour aller une étape plus loin, ou en tout cas passer une marche. Déployer une stratégie, ouais. Et sur des opérations de transmission et de LBO, où là, c'est de racheter ou de participer à des rachats d'entreprises avec les équipes dirigeantes. Et donc, Guillaume Olivier me raconte tout ça. À l'époque, j'avais 19 ans et je comprends rien à ce qu'il me raconte. Non, mais je sors du rendez-vous. Ouais. Alors, j'étais timide, j'étais dans un costume un peu grand pour moi, mal fagoté. Et il me parle, et je comprends rien, mais je sais pas pourquoi il y a eu un déclic. Et effectivement, je sors de là en me disant c'est ici que je veux bosser, et en tout cas, c'est avec lui que je veux bosser. D'accord. Donc, je fais un deuxième rendez-vous avec, à l'époque, une autre personne qui bossait chez Agregator et qui me dit qu'est-ce que tu as compris. Je lui dis toujours pas plus qu'il y a une semaine, mais vous avez tous l'air très sympa et j'aimerais bien venir passer mes 6 mois chez vous. D'accord. Et donc, avec Guillaume, on monte ce fonds. On commence d'une feuille blanche. La première réunion qu'on a fait, je crois que ça doit être le 1er juillet, on part d'une feuille blanche. Il me dit voilà, le fonds s'appellera Agregator Capital. Je dis c'est un bon début. Et c'est quelle année du coup cette feuille blanche 2007, juillet 2007. Ok. On commence à travailler sur ce projet-là avec tout un long travail préparatoire pour créer en fait ce fonds. Et au bout de 3 mois, globalement, je lui dis que j'avais pas très envie de retourner à l'ESSEC après. Et il me dit ça tombe bien, moi j'ai pas très envie que tu y retournes, donc travaillons ensemble sur ce fonds, mais dans la durée, et faisons-le ensemble. Donc de stagiaire alors il fallait quand même que je termine l'ESSEC, donc en parallèle j'allais après une journée et demie par semaine quand même finir, parce que c'était dommage d'avoir fait tout ça pour pas avoir mon diplôme. Et on travaille ensemble et on commence en fait les bases de ce qui deviendra ma première association avec Guillaume qui me prend sous son aile, qui littéralement me prend sous son aile, parce que lui avait, je ne voudrais pas le vieillir, mais 40-45 ans à l'époque. D'accord, vous avez 20 ans d'écart quoi. Ouais, et encore une fois, je ne comprenais rien au tout début. J'étais un jeune novice, mais il me prend sous son aile et me fait gagner énormément d'étapes, parce que on allait ensemble voir les investisseurs, ce qui est normalement plutôt un rôle dévolu aux gens qui ont des cheveux gris. Aux partenaires, ouais. Aux partenaires. On va voir ensemble des patrons de boîtes pour commencer à essayer de trouver des opportunités d'investissement. C'est délirant, ça sert que ça vient à vous ou c'est vous qui allez chercher les opportunités? Les deux. Dans notre modèle, nous, tu as différentes sources pour générer ce qu'on appelle le deal flow ou tes opportunités d'investissement. Ouais. Tu as évidemment des banquiers d'affaires, enfin des intermédiaires de façon générale, les banquiers d'affaires, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent te solliciter. Et puis, je ne vais pas dire que ce sont les meilleurs, mais en tout cas, nous, c'était un peu notre marque de fabrique. C'est souvent nous qui allions au contact des chefs d'entreprise et qui essayons de générer des opportunités d'investissement. D'accord. En leur disant, voilà ce qu'on fait. On est nous-mêmes entrepreneurs parce qu'on est en train de monter notre fonds. On a un peu une histoire qui est comparable à la vôtre. Bien sûr. On était très orienté sur la compréhension des business. On passait beaucoup de temps à essayer de comprendre les métiers avant de comprendre les chiffres, ce qui nous donnait un angle assez différent par rapport à pas mal de nos confrères. Ouais, qui sont tout de suite dans l'Excel et pas du tout dans... okay. Dont certains, en tout cas, sont comme ça. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on allait les chercher sur le terrain, un peu aux quatre coins. Donc, j'ai fait mon premier investissement, je l'ai fait dans l'Ouest, à Nantes. Ouais. Mais on a aussi fait des investissements dans le sud de la France, dans le Nord, enfin un peu partout sur le territoire. À La Réunion, c'est comme ça que j'avais connu Yann Rivière. Okay. Mais voilà, donc on avait les deux, soit des gens qu'on contactait nous-mêmes, puis le réseau, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Yann nous avait été présenté par un des associés d'une boîte dans laquelle on avait investi. Ok. Donc le bouche à oreille, quand tu fais bien ton boulot, mais comme dans tous les métiers, le bouche à oreille porte ses fruits. Ok. D'accord. Donc, pour revenir, je ne sais plus où on était, mais en gros, voilà, donc on monte ce fonds. Ouais. Je termine l'ESSEC, on monte ce fonds, et sauf qu'on ne monte pas exactement dans les conditions qu'on imaginait, puisqu'on se retrouve très vite en 2008. Ah oui, c'est ça. Donc à l'été 2008. Ouais. Donc on a eu un petit sujet à gérer effectivement à ce moment-là. Ouais. Et donc le fonds qu'on imaginait au début être un fonds de 60 à 80 millions d'euros se retrouve être un fonds d'une vingtaine de millions d'euros. Ok. Avec les entrepreneurs, donc exclusivement des entrepreneurs comme investisseurs et des familles françaises. Et on prend la décision à ce moment-là d'y aller quand même. Donc vous êtes ça vous met en danger du coup, non? Parce que c'est 2% de fees, ouais. c'est ça, ouais. annuel. Donc tu te payes pas. Bah voilà, c'est ça. Mais bon, moi j'étais jeune, donc ouais. ça allait encore. Mais effectivement, oui, c'est exactement ça le sujet, c'est de se dire,
on y va avec ça parce que de toute façon, on voit pas l'horizon s'éclaircir dans un horizon de temps court, on voit pas comment les choses pourront aller mieux. En revanche, si on arrive à bien faire notre métier, avec un petit fonds de 20 millions, on pourra ensuite aller lever celui de 60, 80, 100 millions qu'on espérait pouvoir lever. Sauf que la crise a été assez longue, difficile. Donc on a investi ce premier fonds, on a fait des très bons deals, on a eu des histoires un peu plus compliquées aussi. Normal. Et assez vite, on s'est effectivement posé la question de l'étape d'après. En disant qu'est-ce qu'on fait après, parce que avec ce fonds-là, on se paye toujours pas. Donc même si on est dans l'univers de la finance qui paraît très aisé, nous on vivait comme tout entrepreneur qui se lance. Avec un micro, même pas un micro salaire, quasiment rien. Et on avait commencé à recruter une équipe parce qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul. Mais il fallait qu'on réfléchisse à l'étape d'après. Et puis après quelques années, le paysage s'est un peu reconfiguré au sein des fonds d'investissement et dans l'univers des fonds d'investissement. Et la stratégie qu'on voulait mettre en œuvre, c'était de se dire nous, on sait accompagner des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs du digital ou de la tech sur des sujets venture, pas forcément trop poussés non plus, mais sur des sujets on va dire plus digitaux ou low tech, on est capable de les accompagner, que ce soit des entreprises dans tel ou tel secteur ou que ce soit des entreprises une entreprise qui fait 1 ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit de l'agroalimentaire, du transport ou du service ou même un peu d'industrie, on est capable aussi de comprendre. En fait, nous, notre valeur ajoutée, elle est dans l'accompagnement des entrepreneurs. Parce que nous, en parallèle, on avait notre propre histoire d'entrepreneur qu'on faisait cheminer. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit capable de répondre un peu à tous les besoins des entreprises et de monter une petite plateforme de financement des entreprises, des petites et moyennes entreprises en France. Une plateforme, tu parles d'un outil digital en ligne ? Non, pas du tout. Alors non, on n'était pas nous-mêmes pas très digitaux, mais une plateforme où en fait un entrepreneur, quel que soit son besoin, puisse venir nous voir en disant je monte une boîte, je suis effectivement une startup, j'ai besoin de faire un tour, peut-être pas de seed, mais un tour de série A ou de série B. Alors à l'époque, il y en avait un peu moins, mais voilà. Je suis un entrepreneur qui veut faire une croissance externe, j'ai besoin de renforcer mes fonds propres. Je veux faire une opération de LBO. Je veux faire du financement de dette, j'ai besoin d'un financement de dette privée, quel que soit le sujet, ou même des opérations de retournement. Notre vision, c'est de se dire il faut qu'on soit un peu si je prends un terme hyper administratif mais qui parle à tout le monde, un peu le guichet unique, en disant les gens peuvent venir nous voir un peu quel que soit leur sujet, donc il faut qu'on ait des équipes sur chacun de ces sur chacun de ces axes, qui soient des équipes un peu spécialisées, parce que c'est forcément des besoins spécifiques et une façon de faire ce métier un peu spécifique. Et puis du boulot, des heures d'études, etc. Voilà, et puis c'est pas la même chose d'investir dans une boîte tech que de faire une opération de LBO sur une boîte un peu plus mature. C'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes intermédiaires dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est la vision qu'on avait à cette époque-là, et qu'on a commencé à exécuter du coup en rachetant des sociétés de gestion concurrentes. Donc en fait, on a fait des opérations de build-up en rachetant certains de nos concurrents qui eux-mêmes étaient spécialisés ou avaient des spécialisations dans une niche qui nous intéressait. Et donc on a fait plusieurs acquisitions de sociétés de gestion comme ça, qui nous a permis en gros en 2017, quand moi j'en suis parti, de gérer à peu près 500 millions d'euros. On avait fait un peu plus de 130 investissements dans des entreprises françaises. Donc on avait déployé cet argent dans 130 entreprises qu'on avait accompagnées. Et d'avoir accompagné les entreprises aux quatre coins de la France dans tous ces secteurs, dans toutes ces problématiques étaient celles que je présentais tout à l'heure. De ton guichet unique. Ok, j'ai compris. Et du coup, alors attends, parce qu'au début tu gagnes pas ta vie du tout, ça ok vu. Avec ces fusions, enfin en tout cas ces rachats que tu fais, ça se développe rapidement, parce que là tu m'as parlé 2008-2017. Ouais, alors on a commencé à partir de 2011-2012, on a commencé. Le problème c'est qu'il y a toujours un peu d'inertie dans le business, donc t'as beau avoir une vision, le temps qu'elle s'exécute, c'est assez rare que ça aille vite. Donc à partir de 2011, on se dit maintenant il faut qu'on puisse mettre en place cette vision. On a commencé à travailler sur beaucoup de sujets, et en fait la première acquisition on l'a fait en 2013. Et ensuite on en fait une autre après. Après on les enchaîne un peu plus rapidement, parce qu'en fait tout le travail que tu fais entre 2011 et 2013 pour commencer à faire savoir que c'est ce que tu veux faire, rencontrer des gens qui peuvent être susceptibles de te vendre leur société de gestion ou leurs activités, finit par porter ses fruits. Et en fait, après, ça s'accélère un petit peu. Ouais, ça a le temps d'évangéliser et d'évangéliser, nous-mêmes de se faire une conviction sur
sur les premiers dossiers sur lesquels on a travaillé, ça a été un petit peu plus long. Et puis après, on avait la vision qu'on avait là. Je l'exprime de façon un peu plus claire a posteriori. Oui. Évidemment, a priori, les choses étaient un tout petit peu moins claires. Ouais, normal. Normal. Comment elle s'appelait cette boîte du coup? Alors, elle a eu plusieurs noms, mais au tout début, donc, ça Agregator. s'appelait Agregator. Voilà. Et ensuite, en 2015, à force de racheter des entreprises comme ça, on avait un petit peu la difficulté que, plus personne ne comprenait bien ce qu'on faisait à l'extérieur. Ouais, c'était trop large du coup. Bah, c'était assez large, il y avait différents noms, il y avait toujours les anciens d'Agregator, les anciens d'OTC, les anciens de ceci. Et puis les équipes en interne, il y avait toujours du coup un peu les rouges et les bleus, et enfin toujours des gens qui étaient dans leur ancienne configuration, donc on a voulu changer de nom. Tout ça dans les mêmes bureaux ou chacun? Ouais, bien sûr, tout ça dans les mêmes bureaux, ça Ok. c'était essentiel pour la réussite on va dire de l'intégration. Ok. Et du coup on a décidé de changer de nom et de réfléchir, on a travaillé sur un nouveau nom, donc ça s'appelle HappyCap, donc la société existe toujours, ce sont mes anciens associés qui continuent à la faire vivre et à la développer. Et donc on a réfléchi sur effectivement quel était le nom qui nous correspondait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer. C'était vraiment pour avoir une espèce une uniformisation et quelque chose qui soit un peu plus universel et que tout le monde se retrouve dedans et que ce soit plus une histoire commune qu'une somme d'histoires individuelles. Ok. Oui, parce que dans société.com, tu as quand même un paquet de mandats. Et je crois que tu as encore un mandat où peut-être que c'est périmé chez HappyCap. Enfin, je sais pas, bref. J'ai gardé beaucoup de liens d'amitié avec eux et avec toutes les équipes. Mais j'ai plus de mandat. J'ai plus de mandat parce qu'en 2017, quand effectivement j'ai vendu mes parts à un de mes associés, j'ai décidé de passer à autre chose. Donc je continue à leur filer des coups de main quand il y a besoin et quand je peux être utile. Mais voilà. Donc, t'as jamais été salarié en fait ailleurs que dans ta boîte? Enfin, voilà. Et puis j'étais stagiaire associé. Voilà, c'est ça. Ok, donc t'as jamais bossé pour quelqu'un d'autre? Non. Ok. En tout cas, pas à cette étape-là. J'ai fait une petite incursion à un moment. D'accord. En quittant HappyCap. Donc en 2017? Entre 2017 et 2018, ouais. Ok. Alors d'abord, pourquoi tu quittes HappyCap? Ça faisait 10 ans. J'avais très envie d'aller voir ce qui se passait dans les entreprises que j'accompagnais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, chez HappyCap, je fais une petite digression, mais en gros, moi, je faisais 3 choses. Un tiers de mon temps, je m'occupais vraiment d'HappyCap en tant qu'entreprise. Donc, on faisait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait 25 salariés. Ouais. On avait une stratégie à mettre en place. Donc, c'était une boîte comme les autres. Donc ça m'occupait effectivement un tiers de mon temps avec mes associés. Ensuite, je faisais un tiers de mon temps de l'investissement avec une équipe dédiée à l'investissement et un tiers de mon temps de lever de l'argent parce qu'on levait de l'argent de façon un peu continue et donc je sillonnais les routes pour rencontrer des investisseurs potentiels susceptibles de nous confier de l'argent pour que nous-mêmes on continue à se développer. Ok, c'est les fameux LPs, hein, c'est ça dont on parle? Exactement, ouais. Okay. En plus anglo-saxon, les LPs ouais. Ou investisseurs dans les fonds, exactement. Ouais. Et donc moi, c'est ce que je faisais. Et c'est vrai que la partie, le premier tiers de mon temps, qui était faire vivre cette boîte et développer une stratégie et faire avancer une boîte d'un point A à un point B, était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc j'avais assez envie d'aller voir comment ça se passait dans une boîte où il y avait vraiment, entre guillemets, où c'était le seul point de focus, le 100% de mon temps là-dessus. Ouais, okay. Et donc à ce moment-là, j'ai rejoint une boîte de mon portefeuille dans laquelle j'avais investi. Ouais. Où ça faisait quelques temps que je disais au fondateur que ce serait bien qu'il prenne un DG et qui m'a dit le plus simple, ce serait sans doute que tu viennes. D'accord. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, moi j'avais eu quelques changements aussi à ce moment-là dans ma vie et ça correspondait à une étape, à une volonté de passer à autre chose, de faire autre chose, de découvrir autre chose, plus que de passer à autre chose, de découvrir un autre univers et avec une volonté qui était peut-être pas de repartir sur un projet entrepreneurial mais d'être effectivement salarié pour souffler un petit peu parce que c'est vrai que on avait échangé avant et il y avait une des questions que tu avais évoquées qui était quelle était ta pire nuit blanche. En fait, j'aurais pu en lister 25 parce que chaque sujet prenait une ampleur complètement disproportionnée. Je pense en plus parce que j'étais jeune donc j'avais un peu moins de recul sur les choses. Et donc je suis allé rejoindre ce groupe et assez rapidement en dépit de l'amitié que j'ai toujours et que de la relation qu'on a toujours assez forte avec le fondateur de ce groupe, j'étais moins à ma place dans un sujet où j'étais pas aux commandes, ou en tout cas en partie, parce que t'es jamais seul, enfin tu peux être seul, mais moi je m'épanouis moins en étant seul aux commandes, mais je m'épanouissais moins là dans un job de salarié pur et dur. Ok, ça j'ai compris.
On peut citer le nom de cette boîte que tu avais rejoint ou pas Bien sûr, c'est le groupe Excel. Excel, ok. Donc c'est une boîte qui avait plusieurs activités Ouais, entre la région parisienne ouais. et l'île de la Réunion. D'accord, encore une fois, ok. Oui, je suis tombé un peu amoureux de cet endroit. Ok, Et donc en gros, le groupe sur l'île de la Réunion est le premier groupe hôtelier avec 6 hôtels et restaurants sur D'accord. l'île. ok. Et en région parisienne, le groupe fait de la grande distribution, enfin de la distribution alimentaire sous enseigne U, donc de la distribution alimentaire indépendante. Donc Ok. en gros, on avait des supermarchés sous enseigne U, Mhm. et on faisait aussi, enfin le groupe fait aussi un peu d'immobilier. D'accord. Donc voilà, il y avait 3 pôles de métiers. Ouais. Voilà. Et toi, donc, c'était combien de personnes? Parce que déjà d'une boîte comme ça, j'imagine que ça occupe un peu quand même. Il y avait à peu près. Alors, l'immobilier, c'était plutôt des opérations patrimoniales, donc il n'y avait pas d'équipe. Ouais. On le faisait en direct. Ok. Et tu as à peu près 250 personnes sur la partie grande distrib et 250 personnes sur le pôle hôtelier. Ok, ouais, donc ça commence à faire du monde, ouais. Ouais. Bon, c'est des métiers effectivement où les équipes sont assez importantes. Ouais, ok. Donc toi, si je récapitule là, tout ce qu'on vient de se dire, tu passes de stagiaire à cofondeur d'un fonds, et après ton premier job de salarié, c'est DG. Donc en 10 ans, tu prends quand même énormément d'apprentissage Ouais. rapide, quoi. Enfin, c'est ouais. Alors, euh, oui, parce qu'en fait, quand on a monté, donc à l'époque, c'était Agrégateur qui est devenu Epicap. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a mis dans le grand bain tout de suite. Alors, on va dire avec des brassards, mais assez rapidement, il les a Guillaume, enlevés. dont tu parlais, Guillaume ouais. Doré, dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a pris sous son aile et qui en gros m'a permis de voir, je te dis encore une fois, ce qu'on ne voit pas normalement. En tant que Au stagiaire. début, j'étais juste stagiaire quand il a eu l'idée de créer ce fonds. Et réellement, voilà, il m'a pris sous son aile et m'a emmené faire l'ensemble des rendez-vous. Donc effectivement, étant plongé dedans tout de suite, la courbe en termes de courbe d'apprentissage, c'était absolument énorme. Bah, c'est ça, ouais. Donc, DG chez Excel. Ouais. Là, finalement, tu te dis que bon, c'est pas Voilà. ce qui t'éclate le plus. T'habites toujours à Paris à cette époque-là? Ouais. Ok, donc si j'ai bien compris, comme tu as 2 enfants, il y en a un qui a 5 ans, donc il y en a un qui arrive dans ce moment-là ou qui est déjà arrivé. Ouais, à peu près. Hein, c'est ça. à peu près ça. Ok. En timing. Donc la vie parisienne avec une poussette, tout ça, machin, ok. Et alors comment arrive la suite? Parce que donc toi t'es un peu lassé, tu commences à te dire que t'as envie de faire autre chose. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui arrivent en même temps. Un vrai attrait pour l'univers de l'hospitalité, ok, pour l'hôtellerie, la restauration. ok. Qui je pense, voilà, il y a des choses que tu contrôles pas forcément. Et Donc ça c'est effectivement, Excel qui te le montre du coup ou qui te l'apprend? Oui, entre autres. Et puis, gère de façon naturelle dans ce que moi j'aime bien. C'est vrai que Ouais. j'aime bien effectivement l'univers des restaurants, ce que ça signifie en termes d'accueil, en termes de ce que tu dois produire comme expérience pour tes clients. Bien sûr. Et puis après, des choses comme voilà, l'esthétique, on pourrait dire le beau et le bon, qui sont effectivement des choses, en tout cas moi, dans lesquelles je me retrouve et avec lesquelles j'ai une certaine affinité. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment une affinité un peu que j'avais au fond de moi, mais sans l'avoir jamais traduit du point de vue business. Alors peut-être un petit peu, parce qu'en fait, chez Apicap, j'avais fait beaucoup d'investissements dans l'hôtellerie-restauration. Bizarrement. Ok. Bah, l'un plein l'autre, mais c'est vrai que Ouais. j'en avais fait, je crois, 7 ou 8. Donc je dis pas que je connaissais aussi bien le métier qu'en ayant travaillé dedans. Mais t'avais voilà, défloré un peu le sujet, il y quoi. avait déjà quand même effectivement une certaine affinité. Ouais. Et puis après, un sujet de timing, voilà, se trouver au bon moment avec la bonne personne. Donc on avait parlé de 2007 et puis là, où effectivement je recroise la route de quelqu'un que je connais effectivement depuis assez longtemps puisqu'on a des liens familiaux. D'accord. Mais je recroise la route de Gilles Malafosse, mais plutôt cette fois avec un angle business que perso, on va dire. Ouais. Et où effectivement on se dit l'été dernier, donc il y a un peu plus d'1 an, Ouais. on se rappelle en juillet, et il me dit voilà Alex, est-ce que tu as un peu de temps, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à structurer le groupe. Lui avait eu toute une histoire très successful puisqu'il a monté beaucoup de restos dans Paris qui sont de très beaux restos. D'accord. Avec un de ses associés dont il était en train de se séparer. D'accord. Et il me dit voilà, il y a une nouvelle aventure que j'ai envie d'écrire et j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui puisse m'aider
à structurer, à organiser et m'aider évidemment sur le développement du groupe et sur son organisation et sa structuration. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve en juillet de l'année dernière. D'accord. À discuter de ça. Et je dis écoute, commençons par le plus simple, passe-moi un bureau, une prise électrique et une chaise. Et du Wi-Fi. Et du Wi-Fi, ouais, du Wi-Fi, ça peut servir. Et voyons si effectivement on arrive à travailler ensemble, s'il y a des choses qu'on arrive à faire ensemble, qu'on a envie de faire ensemble. Ouais. Et donc au début, je travaille sur des sujets vraiment très ponctuels, plutôt on va dire très financiers et ponctuels. Okay. Et on commence à bosser sur des projets de développement ensemble et à écrire un petit peu la vision qu'on a pour Loulou et pour la restauration. Et on commence à l'écrire petit à petit, à la mûrir. Donc Loulou, le nom existe déjà en... Alors, ouais, Gilles, donc lui a créé plusieurs restos. Et a créé Gilles Malafosse. Gilles Malafosse. Ok. Il a créé plusieurs restos, dont Loulou en 2016. Ouais. Et c'est lui qui a créé à la fois le décor et le personnage. Parce que je sais pas si tu as fait attention sur le petit logo, il est super joli. Est un personnage. Ouais, c'est lui. Alors c'est Castelbajac qui nous a fait effectivement les dessins et qui fait vivre ce personnage au gré de ses aventures. Et donc Gilles crée cet endroit et ce lieu et cet écrin comme tu l'as appelé tout à l'heure. Donc là on est à l'intérieur, mais avec la terrasse qui est aussi superbe dans un cadre absolument magique. Et il crée ce resto qui est un parmi la collection de restaurants que lui a déjà monté. Et en 2019, un deuxième restaurant Loulou qui ouvre à Saint-Tropez. Ouais. Et qui est l'embryon et le démarrage, on va dire, de la marque et du développement de Loulou comme une marque de restauration, lifestyle, qui a vocation à apporter une vraie expérience du plaisir et une expérience et de l'authenticité aux clients, que ce soit à Paris ou dans des villes internationales, au bord de la mer, à la montagne, sur des restos ou des hôtels. Donc ça c'est la vision. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a deux endroits, mais vous interdisez pas de partir à l'étranger ou à la montagne. Alors on sait pas qu'on s'interdit pas, c'est qu'on cherche tous les jours de nouvelles opportunités. Maintenant pour effectivement pouvoir développer cette marque dans des nouveaux lieux, avec quelques critères qui seront toujours les mêmes, bien sûr, qui sont d'avoir des lieux d'exception, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence, et c'est vraiment nous une grosse partie du travail, et ça c'est vraiment Gilles qui s'en occupe, de travailler sur une dimension très architecturale. J'allais dire, comment tu sources un endroit comme celui-ci, parce que là on est en plein cœur du Louvre, donc c'est du réseau, c'est ça, non? Alors, c'est pas très différent de mon métier d'avant. Il y a plusieurs façons de trouver des opportunités. C'est soit du réseau direct, ça sont des appels d'offres, parce qu'en fait là ce sont des contrats de concession. Parce qu'on est dans des lieux publics. C'est ça, donc c'est comme une DSP, c'est ça, mais pas loin. Ouais, alors c'est juste une concession, donc nous on occupe cet endroit et on doit donner un service de restauration. Bon, ça c'est la vision très contractuelle, nous on va effectivement un peu au-delà de ça. Mais oui, donc on a des contrats de concession, donc après on sait quelles sont les concessions qui arrivent à échéance et les nouveaux appels d'offres, donc on fait un travail de veille là-dessus. Ensuite on a notre réseau qui nous apporte effectivement des opportunités de restaurants à reprendre ou des promoteurs qui nous appellent pour créer des nouveaux restaurants et des nouveaux lieux de vie. Là, ça c'est toute une tendance qu'on voit aujourd'hui, où on est très souvent sollicité par des promoteurs et des hôteliers qui ont compris l'importance que la restauration pouvait avoir dans la création d'un lieu de vie, quel qu'il soit. Donc là aujourd'hui on a des promoteurs qui soit nous appellent pour créer des restos dans des lieux qui sont plutôt des immeubles de bureaux ou qui peuvent être des appartements en location courte durée, enfin quelle que soit la nature du bâtiment qui est au-dessus ou en dessous. Quand c'est un rooftop, le bâtiment est en dessous, et qui nous appellent pour animer et créer vraiment des points d'ancrage et des lieux de vie dans ces endroits. Et on a la même chose avec les hôteliers qui ont compris que la gestion de la restauration était un métier à part entière, et que c'est plus seulement maintenant d'avoir un resto pour offrir un service à tes clients, à tes clients de l'hôtel, mais que le resto peut avoir une vie à part entière, faire venir du monde de l'extérieur et te permettre en tant qu'hôtelier de créer de la notoriété sur ton hôtel avec des clients qui n'auraient sans doute jamais dormi là parce qu'ils habitent la même ville, donc avec une très faible probabilité
qui viennent dormir là, Ouais. mais qui viennent au resto et qui vont venir découvrir d'autres services au sein de l'hôtel et de faire des hôtels, des lieux un peu plus ouverts sur l'extérieur et un peu moins fermés sur eux-mêmes. Donc on est très sollicité par ces gens-là aujourd'hui. C'est un peu le modèle Mama Shelter, Ouais, non bah enfin, dans une c'est autre eux qui gamme, quoi, l'ont, mais c'est eux qui ont un peu initié ce renversement, on va dire, ouais. entre l'hôtellerie et la restauration. Qu'ensuite d'autres comme Thierry Coste avec l'hôtel Amour, qui d'ailleurs était un de mes investissements. Ah, c'est marrant, ok. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais à l'époque Attends, l'hôtel Amour, je confonds avec l'hôtel. C'est pas. Non, je confonds avec le Love Hotel que j'avais entendu à la Non, radio. l'hôtel Amour, c'est alors, le premier hôtel Amour est dans le 9e. Ouais. Et l'hôtel Grand Amour, qui est le deuxième, est dans le 10e arrondissement. Ok. Euh, et donc, la raison pour laquelle à l'époque j'avais investi, et ce que je trouve effectivement génial dans le modèle, c'est de dire c'est d'abord un resto et un lieu de vie. Et on a quelques chambres au-dessus, mais le service et la vie de l'hôtel se passent en bas. Il n'y a pas un grand lobby mouroir dans lequel il se passe rien, avec un desk avec 3 personnes qui attendent des clients et un concierge. Ouais. Mais tu arrives directement dans le restaurant, qui est le point le lieu de vie de l'ensemble du bâtiment. Ok, compris. Donc ça, on est beaucoup sollicité par ces gens-là. Ouais. Et puis après, on a des brokers, des gens qui nous apportent des opportunités, que ce soit en France ou à l'international, qui nous apportent des opportunités de restaurants. Les concessions, c'est quelle durée parce que moi je découvre ça. 10-12 ans. 10-12 ans, ok. C'est un modèle qui a toujours à peu près le même, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils te demandent en contrepartie, c'est d'investir. Ouais. Donc nous, ici, à l'époque, tout a été refait. Ouais. Et on continue à investir tous les ans et régulièrement pour rester à un niveau de qualité très élevé. Ok. Donc effectivement, tu as des durées du coup sont des durées qui te permettent en fait d'amortir tes travaux. Ouais. Donc en général, effectivement, c'est 10-12 ans. Ouais, toi, tu sais que tu prends l'endroit pour 10-12 ans, donc ton cahier des charges, ton amortissement. Tu payes un loyer dans ces cas-là? Oui, bien sûr. Ok. Ah oui, la contrepartie, c'est qu'effectivement, pour la mairie ou pour le musée ou pour on va dire le lieu public, l'idée, elle est multiple, c'est faire vivre un lieu qu'il possède. Ouais. Donc l'animer et le faire vivre par des professionnels du métier, parce que ici, le musée dans lequel on est ne sait pas forcément exploiter un restaurant, c'est pas le même métier. Bien sûr. Le deuxième élément, c'est de pouvoir continuer à valoriser le patrimoine immobilier, parce que nous, on prend soin de ce patrimoine. On le valorise même avec les travaux qu'on fait, on le sublime et on le valorise. Et en plus, on en prend soin parce qu'on l'entretient régulièrement. Et enfin, il est purement et strictement financier. Je ne sais pas si c'est le troisième facteur ou le premier, mais effectivement, c'est qu'on paye des redevances qui sont indexées sur notre chiffre d'affaires. Ah, carrément, d'accord. Et c'est pas un loyer fixe, quoi. C'est en fonction du. D'accord. Ok, ah oui, c'est plus dur. Pas forcément, parce que moi, tu sais quelle part de ton chiffre d'affaires va être allouée à ça. Et en termes d'alignement d'intérêt, si on travaille bien, effectivement, du coup, pas le bailleur, mais le concédant voilà, est aligné sur tes propres intérêts. Et dans les années un peu plus dures, typiquement comme on le vit en ce moment, tout le monde est aligné. Ouais, c'est comme si tu avais un crédit à taux variable qui baisse quand il faut que ça baisse et qui monte quand il faut que ça monte, quoi. J'exagère, j'exagère. Ok, ça marche. Donc toi, on est en juillet 2019. Cette connaissance te dit, t'as du temps de cerveau disponible, viens on regarde un peu comment on fait. Comment tu vis à l'époque? Parce que t'as bien vendu tes parts d'avant, c'est ça? T'as un peu de cash devant toi? Non, je faisais quelques missions. Quelques missions de conseil. Ouais. À droite à gauche. Et t'as même pas le chômage en quittant Excel? Non, et de toute façon, c'était pas souvent t'es mandataire à la fin? Ouais, mais c'était pas le. Non, c'était vraiment en gros en faisant des missions je faisais quelques missions de conseil. Ok. Sur ce que je savais faire, c'est-à-dire soit sur la structuration d'opérations juridiques et financières, sur de la stratégie, sur des opérations d'acquisition et de développement. D'accord. Donc voilà. D'accord, mais il n'y avait pas de sujet financier à la fin du mois, t'avais pas de problème, quoi. Ça roulait. Je m'arrangeais pour pas en avoir. je dis pas que c'était le cas tous les mois. Ça a été. C'est pas. Il y a eu effectivement. Enfin, c'était pas totalement linéaire. Ouais. Mais voilà. Je m'étais organisé pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. D'accord. La revente de tes parts te met pas un matelas devant toi qui te permet de te dire je suis large. Non, parce que. Sûrement parce que j'aurais pu peut-être mieux les vendre. Et pour deux raisons, c'est que moi j'avais effectivement aussi pas mal d'endettement sur le dos. Ouais. Que j'avais pris pour investir dans la boîte. D'accord. Que je rembourse. Ok. Donc tu te libères de ça. Je me libère de ça. Ouais. Je mets un peu d'argent pour acheter notre maison. Ouais. Dans Paris?
à côté de Paris. Ouais, donc ça coûte de l'argent. Et après, quelques investissements que je fais parce que j'avais envie de continuer un petit peu avec cette casquette d'investisseur. Donc j'ai fait quelques investissements comme tout petit business angel D'accord. dans 7 ou 8 boîtes. D'accord. Un peu d'investissement immobilier Ouais. et une somme que je conserve pour le prochain projet dans lequel j'ai envie de me lancer et de m'épanouir, Ok. qui est celui-là. Ok. Donc juillet 2019, toi ta prise électrique, ton wifi, ton café, Voilà. on passe On de commence. quelques petites missions à finalement vous vous sentez bien bosser ensemble. On sent bien et effectivement l'hiver dernier on se dit bon bah voilà, avançons ensemble. Ouais. Et donc on met en place, on écrit un petit peu notre vision qui est de développer effectivement la marque Loulou, comme je l'expliquais tout à l'heure, et on commence à se répartir effectivement un peu les tâches entre les différentes personnes qui étaient là. Et en gros, Gilles lui s'occupe de toute la création des concepts, la création au sens artistique des lieux, parce qu'il est très impliqué dans cette partie-là, même si on travaille avec des architectes, mais lui est extrêmement impliqué. Il a une vraie vision sur des lieux et sur comment créer ensuite l'atmosphère un peu singulière qu'il y a dans l'ensemble de nos lieux. Une patte, une vraie patte, très clairement. Comme lui est un enfant de la restauration, puisque c'est un métier familial depuis plusieurs générations, il s'occupe effectivement de ce qu'on appelle le front, c'est-à-dire la gestion du restaurant à proprement parler et des équipes du resto. Parce que c'est un sacré boulot aussi. Ça, c'est un sacré boulot. Ah oui. On a ensuite un chef exécutif qui, lui, chapeaute l'ensemble des équipes de cuisine. D'accord. Et moi, je m'occupe de, je dis en rigolant comme ça, mais de tout ce qui emmerde tout le monde, de tout ce que les autres ne veulent pas faire, c'est-à-dire en gros tout ce qui ne se voit pas, mais qui est indispensable pour l'organisation et la structuration de la boîte. La finance, la compta, le contrôle de gestion, les achats, et après la partie stratégie et développement. D'accord. Et les RH, j'ai oublié la partie RH. Qui n'est pas un petit sujet non plus. Qui est un gros sujet, parce que nous, chaque resto, c'est à peu près... ici, on passe de 70 en hiver à une centaine de salariés en été. D'accord. Et à Saint-Tropez, on a une équipe pendant l'été, une équipe de à peu près 75 personnes. Ok. C'est combien de couverts ici à Paris, pour me rendre compte Alors, en capacité, on est sur 120 couverts à l'intérieur. Ouais. Et à peu près 250 à l'extérieur. En plus des 120, d'accord, ok. Donc ouais, mais l'été, on n'ouvre que dehors. D'accord. Et on fait, sur l'ensemble de l'année, on sert ici à peu près 110 000 repas par an. D'accord. Et à Saint-Tropez, on a uniquement, on est sur la plage, donc on a une centaine de matelas et un peu plus de 200 places assises. D'accord. Et on fait sur la saison d'été, alors c'est une saison qui est beaucoup plus courte, mais on fait globalement à peu près 500 couverts par jour de fin juin jusqu'à début septembre. C'était la clôture du restaurant de Saint-Tropez la semaine dernière, c'est ça, non? Ou cette semaine, je crois, tu m'as dit au téléphone. Cette semaine. Comment ça se passe dans ces cas? C'est une forme de kick-off, non? Enfin, je sais pas, il y a une célébration, un truc Oui, alors on l'a fait en général début septembre, parce qu'on a la plupart des équipes qui s'arrêtent au 31 août. Et après, on continue septembre en effectif réduit. Ok. Donc on le fait avec toutes les équipes, puisque sont effectivement à Saint-Tropez que des saisonniers. Ouais. Et donc on l'a fait le début septembre. D'accord, ok. Ouais. Donc là c'était plutôt bâché, stocké, inventorié. C'était un peu moins drôle. Ouais, c'est moins rigolo. ok, vu. Donc on est arrivé. Tu mets de l'argent sur la table pour devenir DG de la boîte? Ouais. Tu prends des parts? Ouais. Ok, d'accord. Pour moi, c'était, j'allais dire, une condition essentielle, ou en tout cas, elle était indispensable, parce que moi, c'est le niveau d'engagement qui fait que je me sens totalement investi dans le sujet. Et chacun, effectivement, étant à sa place. Mais pour moi, c'est un élément essentiel en termes de motivation. Enfin, c'est un moteur, en tout cas, qui est essentiel pour faire... l'extra mile et aller, pas être à 90 ou 100%, mais à 105 ou à 110%. Bien sûr, ok. Donc tu es devenu actionnaire, je sais pas si on peut communiquer sur tes volumes de pourcentage. Non, pas forcément, parce qu'on ça c'est des choses confidentiel. Des choses qu'on garde pour nous, mais Gilles reste évidemment l'animateur principal du sujet et l'actionnaire principal. Donc lui, il a principal. combien de restos en tout, Gilles?
il en a eu plusieurs, mais aujourd'hui, en fait, on a les deux restos Loulou. Ouais, Et il a un troisième restaurant qui est un restaurant familial qui s'appelle le Flandrin, d'accord. dans le 16e, qui Ok. appartient à sa famille depuis plusieurs générations D'accord, ok. et qui est toujours aujourd'hui dirigé par son père, qui est toujours tous les jours D'accord. et qui reste un petit peu en dehors du coup du groupe. Mais voilà. Ok. Et les autres restos ont été revendus, donc il n'y a plus que, enfin, entre guillemets, plus que ces deux-là. D'accord, c'est que lui a Ouais. eu voilà, il y a une exécution où il a Mhm. fait fabriquer des restaurants, revendus, Revendus, etc. et on se concentre maintenant là-dessus. Donc on a ces deux premiers-là. On en ouvre un troisième cet hiver. D'accord. Où ça? On en C'est ouvre- confidentiel. Ouais. Ok. Mais voilà, on en ouvre un troisième cet hiver. Ouais. Et puis on fait notre petit bonhomme de. Vous avez le chemin. même âge tous les deux, Gilles et toi? Non, Bah non, du coup, attends, tu l'as Non. croisé avant? non, j'étais en train de recompter. Il doit avoir une dizaine d'années de plus que moi. D'accord, ok. Ouais, ok. Ouais, et du coup, vous êtes super complémentaires sur l'exécution. On est effectivement complémentaires du coup sur l'exécution et sur la gestion de la boîte et sur c'était exactement l'idée, c'est-à-dire c'était évidemment de ne pas se marcher L'un sur voilà, l'autre. l'un sur l'autre et d'éviter à tout prix ça. Ouais. Donc effectivement, moi ce qu'il fait, je sais pas le faire. Ouais. J'essaye d'apprendre, mais je pense que ce sera assez long. Ouais. Et moi ce que je fais, probablement qu'il sait le faire, mais qu'il n'a pas envie de le faire. Ok. C'est lui qui gère plus la partie communication aussi, du coup, parce que tu l'as pas cité Alors dans la tes domaines. communication, non, la com, c'est quelqu'un qui s'appelle Claire Malafosse, qui est en fait sa sœur, D'accord. qui la elle star de famille. s'occupe de la direction artistique et de la com. Donc D'accord. ouais, c'est une boîte familiale. Ouais, ok. Il y a un esprit qu'on essaye de revendiquer et de conserver et de revendiquer. Donc, ouais, et que du coup, vous prenez auprès des collaborateurs aussi, j'imagine, parce que c'est important de se sentir dans une boîte familiale quand on est. Enfin, C'est très clairement un des sujets sur lesquels on travaille ouais. aujourd'hui vis-à-vis de nos équipes et de nos collaborateurs. Il y a deux dimensions. Il y a effectivement la notion de boîte familiale. Maintenant, on est assez. Je ne sais pas comment ça se traduit, tu vois, concrètement vis-à-vis des collaborateurs. Ça se traduit par une forme de stabilité. Bah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, une stabilité, une vision assez claire sur là où on veut aller. Aussi une exigence assez forte, parce que boîte familiale d'une famille issue du monde de la restauration, donc forcément, tu vois, très exigeant. Ouais, les standards sont hauts, quoi. Les standards sont effectivement assez hauts. Et puis aujourd'hui, on essaye de mettre en place plein de choses qui ont vocation à pouvoir être dupliquées dans le futur. Ouais, pour faire. Pour pouvoir en faire un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Donc aujourd'hui, on utilise Paris un petit peu comme notre laboratoire Ok. pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, de process, de façons de fonctionner avec nos équipes ici qui sont là depuis assez longtemps. Ok. Donc ça, la notion de boîte familiale, effectivement, voilà probablement ce que ça impose, Ouais. ou ce que ça veut dire en tout cas, pardon, plus que ça impose, ce que ça veut dire vis-à-vis des équipes. Les équipes. Ok, vu. Quand tu dis on veut l'emmener sur quelque chose de lifestyle, qu'est-ce que tu appelles lifestyle? Parce que ça m'intrigue. C'est une bonne question. Alors je vais donner ma réponse, probablement que si tu interrogeais Gilles ou Claire, ils te donneraient avec leurs mots à eux une version un peu, enfin une vision un peu différente. Pour moi, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire d'être capable d'interagir avec nos clients en dehors des horaires de déjeuner ou de dîner. D'accord. Si tu es lifestyle, c'est-à-dire que tu es capable d'être entre guillemets dans leur vie. Tu vois, c'est un lifestyle, c'est un état d'esprit. Ok. Donc si on dit que Loulou c'est un lifestyle, ça veut dire que ça peut effectivement être des restos, mais ça pourrait aussi être des playlists que tu écoutes. Ça D'accord. pourrait aussi être des odeurs, pourquoi pas, avec je dis n'importe quoi, avec des odeurs assez typiques, avec des choses que tu pourrais retrouver un petit peu en dehors des restaurants à proprement parler. Ok. Ça peut être du contenu qu'on pourrait faire pour parler à nos clients ou pour faire découvrir un petit peu ce qui est l'état d'esprit de Loulou. D'accord. L'état d'esprit de Loulou, ça peut être sur l'architecture, sur comment est-ce que nous, tu vois, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous en termes d'architecture. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour nous, évidemment, en termes de gastronomie. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille les produits, quel type de produits on va sourcer, auprès de quel type de fournisseurs, comment est-ce qu'on les travaille, comment est-ce qu'aujourd'hui on en fait un travail à partir de produits assez simples, pas de travail chichiteux, mais quelque chose qui soit simple pour faire ressortir vraiment le goût des produits et avoir quelque chose de très bon, de très gourmand mais de sain. Voilà, ça peut être ça les différentes, tu vois, on parlait tout à l'heure des logos et de Castelbajac, ça peut être, tu vois,
par exemple, comment est-ce que Loulou se traduit de façon un petit peu graphique ou à travers des dessins. Donc on est un peu dans les 5 sens en fait, quand on parle du Ouais. goût, de la vision, de l'écoute, Oui. de l'odorat. Mm. Il m'en manque un, je sais plus lequel, le toucher. Mais, ok, c'est ça le lifestyle. En tout cas, moi, c'est traduire. c'est Ok, comme je ça que comprends. je le traduis. Et aussi par le fait que nous, on voit Loulou comme un personnage. Ouais. Si c'est un personnage, ça veut dire qu'évidemment, il t'accueille dans des maisons qui sont les siennes, Mm. que ce soit à Paris, à Saint-Tropez et demain ailleurs. Mm. Mais ça veut aussi dire que c'est un personnage qui peut avoir ses humeurs, ses avis sur, sur certaines choses. Et donc, on peut essayer, nous, de faire évoluer, de faire s'exprimer ce personnage. Mm. Ah, bien sûr. Donc voilà, ça c'est une vision. Et après, dans la notion de lifestyle, il y a aussi le fait que il faut être capable d'offrir aux clients de l'authenticité. Mm. Parce que je pense que c'est d'offrir en fait quelque chose dans la restauration qui soit un petit peu au-delà de juste déjeuner ou dîner. D'accord. Et donc d'être capable de faire passer ce que je te disais, ces différents messages. Et notamment beaucoup d'authenticité. D'accord. Tout ce qu'on fait ici, on y met réellement notre âme et notre implication. Et donc ça doit se ressentir et c'est ça qui va créer le supplément d'âme et la création vraiment de l'état d'esprit de ce qui est Loulou. Le petit étincelle en plus, quoi. Ouais, et qu'on va retrouver un petit peu partout, à défaut de retrouver le même décor. Tu retrouveras jamais le même décor à Paris, Londres, etc. Mais tu vas retrouver un état d'esprit, une atmosphère et une ambiance très singulière parce qu'on y aura mis notre âme et que ce sera le reflet de cette implication-là. D'accord, ok. Authenticité étant le maître mot, quoi. Ouais. Ok. Bon, un des maîtres mots. Un des maîtres mots, ok. Carrément. Est-ce qu'on peut parler un peu de la carte, tout ça? Parce que du coup, tu nous parles de. Enfin, tu me mets l'eau à la bouche avec. Il faut en parler avec notre chef. Mais c'est lui qui en parle le mieux. En gros, on est quoi? On est dans une gamme de restaurants gastronomiques? Non, on est dans ce que nous on appelle le luxe accessible. Ouais. Donc on fait pas de gastronomie. C'est un de nos cuisiniers qui vient de passer. D'accord, ok, on le salue, on l'embrasse. Donc on fait pas de gastronomie. Ouais. Parce que c'est pas forcément ce que les clients recherchent quand ils viennent chez nous. Ouais. Nous, ils recherchent un cadre unique, une ambiance, une atmosphère et évidemment de pouvoir très bien manger, mais pas d'aller dans la gastronomie. C'est un peu une bulle ici, non? Quand tu rentres ici avec le speed parisien, t'arrives ici, c'est feutré, on se sent bien, c'est un petit moment privilégié, c'est un peu ça? On s'y sent bien, oui, en tout cas nous c'est ce qu'on cherche. Ouais. C'est un petit peu à l'écart parce que t'es pas sur la rue mais t'es sur le jardin des Tuileries avec une vue sur le Louvre, la pyramide du Louvre et la Tour Eiffel. T'es un peu en vacances, quoi. C'est un peu, ouais. Donc t'es très préservé effectivement par rapport à la vie parisienne et même de la plupart des terrasses parisiennes parce que t'as t'as de peu de scooters qui terrasses, passent, il n'y a rien. Ouais. Donc effectivement t'es très préservé. Ouais. Et en même temps il faut savoir aussi quand la clientèle le demande, savoir être un peu plus pas forcément festif mais un peu plus joyeux ou festif bon enfant. D'accord. Le soir ou en fin de service le soir. D'accord, ok. Voilà, il faut savoir évoluer un peu aussi au gré des attentes des clients en fonction des ambiances qu'il peut y avoir dans le resto. Donc ça se traduit quoi? C'est un petit peu de musique un peu lounge C'est au moment de la sortie du Non, bureau? c'est un peu de musique, c'est Ouais. la possibilité pour les clients de danser dans le resto. Ah oui, carrément, de d'accord. faire- Ouais. Ok. Si ça s'y prête et si c'est le Si ça s'y prête. Ouais. Ok, d'accord, vu. Ok. Et sur la carte, la donc, gamme, c'est quoi? donc la carte, c'est une cuisine italienne et méditerranéenne. Ouais. Qui fait vraiment la signature qui est vraiment la signature de Loulou que tu retrouveras Donc de dans l'huile les d'olive, différents de l'huile d'olive forcément dans les deux cas, italienne et méditerranéenne. Ok, que tu ça. retrouves sur les tables. Et on peut en parler, je sais pas, on déjeune en tête à tête ici, un midi avec une bouteille de Badois pour combien? En gros, un panier moyen Alors à déjeuner, à peu près en gros pour un déjeuner avec effectivement même un verre de vin, c'est à peu près 50 € par personne. Ouais, c'est ça. Et le soir, on est à peu près sur 80 € par personne. Ouais, parce que tu montes un peu ta gamme. Ouais, Ok. tu consommes pas exactement de la même façon le Tu bois soir. plus Et d'alcool déjà. à déjeuner exactement, puis tu as Ok. plus de temps. Oui. Mais surtout, nous, ce à quoi on est très sensible aussi, c'est de pas créer d'exclusion par les prix. Donc si tu regardes la carte, en fait, tu peux effectivement arriver à déjeuner ou à dîner pour des prix assez raisonnables. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Parce que on veut pas créer cette barrière exclusivement par le prix.
évidemment, Ouais. si tu fais entrée, plat, dessert et une très bonne bouteille de vin, tu vas en avoir pour un certain prix. Mm. Ça, c'est sûr. Mais on doit aussi être capable de proposer des choses à des prix plus accessibles Mm. parce que tu as certains clients qui veulent pas forcément tous les jours déjeuner pour ce prix-là, Mm. mais qui peuvent venir et qui vont surtout contribuer à l'atmosphère et à l'ambiance générale du lieu Mm. et du resto. Ok. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Ok. C'est une clientèle d'habitués du coup, pas mal ou... On a beaucoup d'habitués. Ouais. On a une clientèle parisienne qui est un vrai socle. Ouais. Et d'ailleurs qui est important en fait à plein de points de vue. Elle est importante pour les touristes quand ils sont là. sûr. C'est-à-dire un peu moins en ce moment, mais quand ils sont là, parce que les touristes en fait recherchent des endroits où ça parle français, Authentique. authentique, et ils cherchent pas des restaurants à touristes. Mm. Donc ça c'est extrêmement important et extrêmement important en période de crise. En ce moment on le voit parce que ça nous fait un vrai socle de clientèle Ouais. qui est toujours là. Et qui nous permet de passer les mois de juin, de juillet, de septembre là de façon moins dramatique que ce que ça aurait pu être si on avait effectivement eu qu'une clientèle de touristes. Donc c'est important d'avoir un vrai socle de clientèle, là en l'occurrence parisienne et française, qui continue à venir. Alors, tu as défloré le sujet, tu nous parles de crise. Tu as monté une première boîte en 2007 et tu as pris la crise financière de 2008. Tu te lances dans la restauration à partir de janvier, à peu près, si 2 mois, c'est souvent 2 mois avant. Voilà, et tu prends de plein front le Covid. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu pilotes le bateau dans cette tempête, parce que c'est pas simple, les autorités sont pas cool avec la restauration en particulier. Comment on navigue dans... Alors, on navigue à vue. Okay. L'horizon de temps s'est réduit à la journée. Carrément. Alors j'exagère un tout petit peu, mais encore que sur certaines décisions. Tu vois, la semaine dernière, on était pendu à la décision de fermer ou pas les restos. Ouais. Avec un coup c'est oui, un coup c'est non. Troisième voie, ça va être un protocole sanitaire renforcé. D'accord. Donc effectivement, là, c'est vraiment, on navigue à la journée. Mmh. Et donc ça a effectivement beaucoup d'impact. Ça a des impacts pour les équipes qui, elles, absorbent cette absence de visibilité complète et qu'on peut même pas nous leur offrir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que tu vois, comment la crise va évoluer, et est-ce que l'épidémie va évoluer de telle sorte qu'ils vont décider de refermer les restos à Paris ou en France. On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on n'en a pas la moindre idée. Nous, donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui au jour le jour. Donc quand on est ouvert, ça veut dire qu'on est extrêmement sensible à respecter strictement et drastiquement le protocole sanitaire. Bien sûr. Donc nous, ça nous a permis ça a été une vraie piqûre de rappel. Alors évidemment, en termes d'hygiène et d'entretien, on était extrêmement sérieux, mais ça te met une vraie piqûre de rappel sur l'entretien et la partie hygiène, à la fois en cuisine et en salle. Donc on a revu tous nos process par rapport à ça. Ensuite, ça t'impose sans doute des relations un petit peu différentes. Donc avec le staff, on en a parlé, compte tenu de cette absence de visibilité. Avec tes fournisseurs aussi. Tu vois, nous, pendant la crise, on a continué à payer ce qu'on devait à nos fournisseurs. Parce qu'on travaille avec beaucoup de petits fournisseurs. Donc on a effectivement pris des PGE. On a pris des PGE, ce qui nous a permis de continuer à payer nos fournisseurs. D'accord. Et à laisser aucune ardoise, ou en tout cas à absolument pas profiter de la situation pour renégocier quoi que ce soit. Et continuer à les payer et à alimenter, on va dire, le circuit un peu économique, l'écosystème client-fournisseur. Et ça t'impose aussi probablement aujourd'hui de revoir donc, les relations que tu as avec tes fournisseurs. Et si on revient sur cette notion d'authenticité, de réfléchir à des circuits d'approvisionnement un petit peu différents. Qui étaient pareil, circuit court ou circuit vertueux, qui sont des choses auxquelles sur lesquelles on avait commencé à travailler et sur lesquelles aujourd'hui notre chef exécutif Benoît travaille de plus en plus. Parce que ça fait partie aussi de notre responsabilité en tant que restaurateur. Ça fait partie de notre responsabilité que de prendre en compte des facteurs différents qui ne sont pas uniquement économiques et qui ne sont pas uniquement un prix. Mais ça va être de prendre en compte l'ensemble du contexte. Donc effectivement, les circuits courts d'approvisionnement, avec quel fournisseur on a envie de bosser, comment est-ce qu'on peut aussi valoriser le travail des fournisseurs et de nos partenaires au sein de nos restaurants vis-à-vis des clients. Tu vois, comment on peut être aussi un petit peu le porte-voix, mais comment est-ce qu'on peut aider nos équipes à mieux connaître les produits et les faire connaître auprès de nos clients aussi.
Donc voilà, donc ça c'est un autre impact de la crise. Donc effectivement, on s'attelle à respecter le protocole sanitaire, à accueillir le mieux possible nos clients, Ouais. à continuer à leur offrir le niveau de service auquel ils s'attendent quand ils viennent ici. Et puis après, on s'attelle à gérer la casse, on va dire, ou en tout cas à limiter la casse au maximum, donc à travailler au mieux sur nos coûts, sur nos charges, sur évidemment les charges de personnel qui sont importantes. Bah oui. Voilà, donc ça a effectivement un petit peu changé la façon de fonctionner, et ça nous oblige à piloter un peu plus par les charges, Ouais. en disant effectivement le point de focalisation, il n'est pas tant de faire de la croissance, parce que là on n'est absolument pas dans cette configuration là, mais il est de effectivement quand il y a des belles journées comme on a eu en juin ou en juillet où il y a eu une vraie euphorie. C'est-à-dire que juin-juillet étaient 2 mois magnifiques. Là, c'est le déconfinement. Le déconfinement, il y avait une espèce d'insouciance et d'euphorie, peut-être un peu trop d'ailleurs, qui nous a fait un peu replonger derrière. Et donc là, on a très bien travaillé à ce moment-là, et là effectivement on le voit rentrer dans l'hiver où les annonces sont très compliquées à appréhender vis-à-vis des restaurants, parce qu'on ne sait plus si c'est ouvert, fermé, jusqu'à quelle heure. Donc ça crée beaucoup de confusion pour les clients. En plus des protocoles sanitaires, mais qui sont drastiques, mais qui sont en réalité pas si compliqués à appréhender, parce que voilà, on prend vite le pli, et quand tu es un petit peu organisé, ça se fait, mais c'est surtout que ça crée beaucoup de confusion vis-à-vis des clients. En plus, ici le midi, tu auras une clientèle un peu business, non, j'imagine, parce que tu es quand même bien situé, donc tu as quelques. Voilà. Donc si ces gens-là sont en train de télétravailler, déjà ils sont moins présents. Et le soir, s'ils savent plus si le métro est ouvert, si machin, si le resto ça ferme à 22h minuit, c'est surtout cet effet-là. C'est surtout ça. On se fait livrer un confusion Uber sur. Voilà. On est ouvert. Enfin, on a beaucoup de clients qui nous appellent en disant vous êtes ouvert, vous êtes fermé, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, il y a eu des cas différents, des traitements différents région par région. Il y a eu des effets d'annonce, il y a eu des rumeurs. Donc on n'y voyait plus très clair. Ok, vu. Donc, voilà, là, tu es en pleine tempête, tu navigues, tu fais attention à tes charges. Le PGE vous donne un peu d'oxygène, du coup, c'est ça, hein, j'imagine, comme toutes les boîtes. Il nous a effectivement donné un petit peu d'oxygène, nous a permis au plus dur de la crise pendant le confinement, donc une fois de continuer à fonctionner. Maintenant, notre salut viendra pas du PGE. Je salue totalement l'initiative, et je trouve que là-dessus, en tout cas à notre échelle, les banques ont été ça a été pas mal, parfaitement admirables, à la fois dans les délais, dans la logistique pour le débloquer, etc. Il y avait absolument rien à dire. C'est vrai. Mais notre salut viendra pas du PGE, parce qu'il faut pas oublier que c'est une dette, ça se rembourse, c'est pas de l'argent cadeau. Donc il faut pas, à court terme ça fait rentrer de l'argent, mais il y a quand même un moment où il faudra le rembourser, cet argent. Tu connais toujours pas ton taux d'intérêt en plus? Non, on sait que ce sera pas, je veux dire, tout ça étant encadré par effectivement l'État, on sait très bien que les banques vont pas nous proposer des taux d'intérêt complètement délirants, et puis elles-mêmes font face à leurs propres responsabilités, donc je suis pas inquiet très inquiet. C'est juste que il faudra le rembourser. Donc nous, notre salut, il viendra d'arriver à retrouver effectivement un point d'équilibre et une activité pérenne qui gagne de l'argent. Et donc effectivement de passer outre cette crise, et qu'on puisse retrouver ce qui fait notre force, c'est-à-dire nos clients, des clients français, des clients internationaux, des gens qui ont envie de sortir. Après, est-ce qu'à moyen terme, la restauration est en danger ou pas? Je pense pas, parce que je pense que les gens auront toujours envie de sortir, ils auront toujours envie d'une expérience un petit peu différente. Ils auront toujours envie de se retrouver, de sortir un peu d'un certain quotidien, et de venir dans des lieux, surtout si on a des lieux uniques comme cela. Donc nous, on n'est pas... Mais t'es pas inquiet sur les 10 ans prochains, quoi? Non, plutôt sur l'année qui vient. C'est ça. Parce que si effectivement on refait une autre saison comme celle-là, ça va être assez compliqué. À moyen terme, non, sinon je serais allé monter une boîte qui fait des masques ou du gel hydroalcoolique. Est-ce que vous faites un peu de traiteur? Je me posais la question. Non. Loulou, c'est pas traiteur? Non. On s'est posé la question pendant le confinement de faire des à emporter. Alors, je te parle de ça parce que j'ai dans les podcasts qu'on a réalisés, j'ai trahi un de ses secrets, mais c'est connu. Un de nos podcastés qui s'appelle Franck Poncel, qui a repris un restaurant il y a quelques années, et qui lui arrive, on l'appelle le magicien. C'est que dans son restaurant qui s'appelle Le Cancan, qui est un restaurant très sympa, bien situé dans Rouen, il arrive à faire de la magie. C'est que il a passé le chiffre d'affaires de 400 000 à plus d'1 million aujourd'hui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il c'est carrément malin. Lui a développé l'activité traiteur auprès des entreprises.
Et en fait, il utilise les cuisines d'un restaurant la nuit quand le restaurant est fermé, pardon. Et fermé, ouais. Et en fait, c'est un peu le business model Ryanair, c'est-à-dire qu'en fait, un avion au sol, ça gagne pas d'argent, Mmh. une cuisine vide, ça gagne pas d'argent. Je trouve ça génialissime. Ouais, c'est malin. Mais je sais pas comment on l'exécute. J'en avais jamais entendu parler avant. Je te mets peut-être une idée. Ouais, alors ici, ça va être un peu plus compliqué vu les amplitudes horaires qu'on a. Ouais. Non, nous, on s'est posé la question typiquement de pouvoir de travailler sur les produits à emporter. Ouais. Notamment pendant le confinement, on s'est posé plusieurs fois la question. On a décidé de ne pas le faire. Parce que d'une part, la qualité des produits que tu sers à emporter n'est pas aussi bonne que celle que tu as Sur place. dans l'assiette, donc c'est toujours déceptif. Ouais. Enfin, nous, notre C'est best-seller, c'est une pizza à la truffe. Ok. Si elle a fait 20 minutes de scooter, elle va arriver froide. Ouais. Et tu pourras faire ce que tu veux, la mettre dans toutes les housses que tu veux. Une pizza froide, c'est moins bon qu'une pizza chaude. Oui. Et ensuite, ta pizza à la truffe, elle a malgré tout pas la même saveur. Ouais. Dans le cadre ici, avec l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a ici, que chez toi. Ouais. Et en fait, nous, on est arrivé à cette conclusion que le lieu était indissociable de l'assiette. D'accord. Et qu'on ne voulait pas dissocier les deux. Et que c'était pas c'était pas nous, notre parti pris était vraiment de proposer une assiette donnée dans un lieu donné. Ouais, l'expérience client, c'est ici. L'expérience, elle est effectivement dans ce lieu, dans les vues que tu as, dans la réflexion que tu peux avoir dans les miroirs ou dans les vitres, dans le service, évidemment, dans l'accueil et dans le service par les équipes, mais pas uniquement l'assiette, même si elle occupe une place essentielle parce que c'est un restaurant. Okay. La vision à 5-6 ans hors Covid, donc on se développe dans d'autres endroits d'exception, ce que tu me disais en entrée. Vas-y, t'as des rêves un peu fous, on a des, je sais pas, des métriques, il y a 15 restaurants dans 5 ans. Il y a, alors 5 ans c'est un peu court pour nous comme horizon de temps, ouais. Parce que ça prend du temps entre le moment où on va identifier un projet, soit en faire l'acquisition, soit répondre à un appel d'offres. Tu vas probablement avoir 9 mois, 1 an. D'accord. Ensuite, il faut, même si on aura travaillé sur un avant-projet, il faut faire le projet. Donc là, il y a un vrai processus de création artistique. D'accord. Et ça prend du temps. Bah oui. Et ensuite, il faut faire les travaux. Ça, donc tu as sans doute pas moins de 2 à 3 ans. Donc en fait, en 5 ans, on n'aura pas le temps de faire grand-chose. Okay. Nous, on se projette plutôt sur des horizons de 7 à 10 ans, du coup. Et à 10 ans, oui, on se dit que si on a une quinzaine de lieux, dans 10 ans, on aura bien bossé. Ça fait entre 1 et 2 ouvertures par an. C'est du boulot. Parce qu'une ouverture, c'est quand même pas mal de boulot. Plus les autres à gérer. Plus, au fur et à mesure, de plus en plus de restos à gérer. C'est ça. Donc oui, on aura déjà, si effectivement dans 10 ans on a fait ça, on aura très très bien bossé. Okay. En termes de scope, l'idée c'est d'être en France, mais aussi d'avoir une marque qui puisse suivre nos clients. Et que nos clients puissent la retrouver en fonction de leur propre pérégrination et de leur propre voyage. Donc ça veut dire que on doit être à la montagne, parce que l'hiver ils vont skier. Il faut qu'on puisse être dans certaines villes qu'ils côtoient. Il faut que tu sois au Maroc parce qu'en octobre ils vont au Maroc. Il faut que tu sois... Voilà, donc on a tous ces sujets. Dans quelle ville et dans quelle station de ski ou station balnéaire on peut être. Voilà, les projets sans trahir de grands secrets, les gros sujets sur lesquels on travaille, c'est effectivement station de ski. Donc ça c'est pour cet hiver. Et Londres. Qui est la ville internationale à haut pouvoir d'achat, la plus proche de Paris. Tout à fait. Assez différente, avec une concurrence très forte, mais qui est sans doute effectivement, j'allais dire, un premier test grandeur nature pour nous sur notre capacité à développer cette marque en dehors de nos frontières. Ok, d'accord. Ça, c'est ça. Merci beaucoup pour la vision, parce que du coup on voit montagne internationale Londres pour commencer, et puis après là en fait tu suis tes clients, quoi. Enfin, vous allez suivre vos clients. C'est l'idée, c'est effectivement de pouvoir les accompagner. Et surtout d'ailleurs on le voit, on a beaucoup de nos clients de Paris qui nous retrouvent à Ramatuelle. Et qui suivent nos différentes ouvertures et ont envie de pouvoir suivre les différents lieux dans lesquels et écoute les playlists, dans lesquels Lilou va poser ses valises. Ok, ça marche. Alexandre, merci beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est super intéressant. Moi je découvre ton exécution en général, puis celle du groupe, le Loup Group en particulier, la vision.
On va arriver un peu sur la fin du podcast. On a fait déjà, si mon chronomètre me dit voilà, on a 1h01, ce qui est beau, tu vois, pour une fois. On a respecté le On a cahier des respecté, charges. exactement. Il va me rester 3 questions de fin de podcast qu'on aime bien poser. La première, parce que je suis plus tout seul aujourd'hui dans le podcast, on est 3 à animer le podcast. Donc on essaie d'avoir toujours ce tronc commun des questions qui sont les mêmes à la fin. La première, c'est quelle serait une médiocrité acceptable que tu accepterais de nous confier? Alors, tous les gens qui ont bossé avec moi, en tout cas tous mes collaborateurs le savent parce que je m'en cache pas. Et j'ai eu beaucoup de mal, encore maintenant je fais des efforts, je pense sur moi, mais à apprendre à déléguer. Ah, Ça a été intéressant. un long apprentissage Ouais, et sur lequel je continue à travailler. ouais, Et je sais que je le fais bien volontiers quand je suis en confiance. ouais. Mais voilà, donc le faire plutôt que de faire. Je suis en plein dedans, j'y arrive pas. Ok. Donc voilà, ça c'est Comment tu te soignes? Ça m'intéresse. j'ai pas encore, je te dirai quand j'aurai trouvé D'accord, ok. la bonne recette. J'ai pas encore assez de recul. Ok, ok. Donc délégué, ok, c'est une médiocrité acceptable que je prends parce qu'on en a eu plein, mais celle-ci, en plus, moi je suis en plein dedans, donc ça me va carrément bien. Deuxième petite question, c'est quel serait un contenu que tu pourrais recommander à nos auditeurs qui serait un truc à toi, aussi bien un bouquin, une musique, n'importe quoi, auquel on peut penser, à penser à toi quand on consomme. Voilà. On peut en faire deux. Tu peux en faire deux. T'as J'ai le droit. deux idées. Non, j'ai deux idées qui me viennent spontanément. Ouais. Il y a un film qui s'appelle Le Fondateur. Je l'ai pas vu ça, vas-y, raconte. C'est sur l'histoire de McDo. Si, je l'ai vu, ok, ouais, Je tout sais à pas fait. si tu l'as vu, Ouais. sur effectivement la création du premier fast-food qui était McDo, Oui, et de celui qui a créé ce qui est devenu McDo en leur proposant aux frères McDonald de franchiser exactement. un premier McDo et puis après de faire l'empire qui est devenu McDo, Mm. qui au départ n'était qu'un restaurant de fast-food. Alors le film est bon et d'ailleurs dans un autre podcast, on va faire leur promo qui s'appelle Guerre de Business. Tu trouves en 3 ou 4 épisodes toute l'histoire aussi de McDo versus Burger King. D'accord. Passionnant aussi et ça va Ok. complètement dans ce que tu nous racontes. Donc ouais, le film, Et le ça, fondateur. c'est Yann Lefebvre, le fondateur d'Excel, chez qui j'ai bossé, Ok, qui me l'avait fait regarder. ok. Et un autre livre qui est génial parce que l'histoire est complètement irréelle et elle renvoie plutôt à mon histoire d'investisseur, à mon passé d'investisseur. C'est un livre qui s'appelle Bad Blood. Je connais pas ça, Bad Blood, donc mauvais sang, c'est ça? En fait, c'est au sens propre. En gros, c'est l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Theranos, Ouais. qui avait été fondée par une CEO par une entrepreneur qui s'appelle Elizabeth Holmes, Je connais qui a pas été non sans plus. doute l'une des plus grosses escroqueries de ces dernières années, D'accord. qui avait levé des centaines de millions, qui a été la première femme entrepreneur, je crois, à la tête d'une licorne, qui était un peu décrite comme la Steve Jobs au féminin. D'accord. Donc, qui a eu une ascension fulgurante où en gros elle avait monté au point des solutions de tests à partir d'une goutte de sang qui te permettait de processer énormément de tests sanguins D'accord. pour voir à la fois si tu avais tel ou tel type de maladie et surtout si les médicaments étaient le traitement qu'on t'administrait était efficace. Et elle a levé des centaines de millions de dollars. Tous les plus grands noms du venture américain avaient investi dans la boîte. Elle avait au conseil énormément de personnes très réputées. Et en fait, tout ça n'était qu'une énorme escroquerie, puisqu'en fait, elle n'a jamais développé de produit et que le produit n'a jamais fonctionné. Il n'y Délire. a jamais eu le moindre produit qui est sorti de tout ça. Mhm. Sauf qu'elle a réussi à embobiner, mais à escroquer même des dizaines d'investisseurs, des dizaines de clients en leur promettant effectivement, notamment des groupes de pharmacies aux États-Unis en disant on va installer des machines qui vont faire ces tests. Et en fait, elle venait récupérer les tests, elle les envoyait dans des labos pour les faire processer, donc exactement ce que te ferait un labo avec une prise de sang, et absolument rien d'aussi révolutionnaire qu'elle le prétendait. Et donc il y a un journaliste qui a en fait débusqué je crois que c'est un jeu du New York Times, si je dis pas de bêtises, là j'ai un petit doute, mais qui en gros a fait tout un travail de journaliste d'investigation pendant plusieurs années Ok. et qui a finalement fait ressortir le scandale et qui a publié ce livre qui s'appelle Bad Blood, Wow. qui est fascinant parce que de comprendre comment est-ce que les gens ont pu se faire embarquer dans cette histoire Hmm. et comment avec la force de persuasion qu'elle avait et le charisme qu'elle avait,
elle a réussi à emmener autant de gens dans quelque chose qui était totalement inexistant. C'est une arnaque, Moi, je quoi. l'avais dévoré l'été dernier et voilà. On le trouve en français. Tu lis en anglais, toi, non? On le trouve en français? Je lis occasionnellement en anglais. Ouais. Le problème, c'est que je suis du coup un peu plus lent. Ouais, comme tout le monde. Forcément, un petit peu. Non, mais je lis un ou deux bouquins un peu plus business du coup Ouais. en anglais. Ok. Et mais celui-ci, je le trouve en français si j'ai besoin. Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Je suis pas sûr. Je vais demander à mon Kindle. Il faut regarder. Je sais pas. Je l'avais lu en anglais, mais voilà. Ok. Bon, ouais, en tout cas, je le mettrai dans les commentaires du podcast et puis j'essaierai de trouver si on trouve une version française. Ouais. Parce que moi, je suis extrêmement lent à lire en anglais. Enfin, la dernière question, si tu l'acceptes, c'est qui pourrais-tu nous recommander comme prochain invité pour le podcast? Quelqu'un que tu aimerais entendre se livrer au même exercice que toi? Je te laisse la main. Bon, je n'en ai pas parlé, donc il faudra qu'il accepte. Ouais. Non, j'ai quelqu'un qui s'appelle Guillaume de Kergariou. D'accord. Tu vois, il est breton en plus, ça fait encore écho à tes. Ouais, tout à fait. À l'ouest, tu vois, je reste dans une thématique de l'ouest, ouais. où il est basé à Paris. Guillaume, c'est un de mes très vieux amis. On était en prépa ensemble. Ouais. Et c'est un entrepreneur qui a monté une boîte dans laquelle moi j'avais investi. Tu vois, c'est une des quelques boîtes dans lesquelles j'avais investi À titre perso? à titre perso. Ok, ouais. Mais de façon vraiment très très minime, mais plus pour le soutenir parce que c'était un ami, que ce qu'il faisait était vraiment très smart. Il a monté une boîte qui s'appelle Needhelp, qui est en gros une plateforme une plateforme de jobbing, donc en gros sur l'ensemble des services dont tu peux avoir besoin sur le bricolage, les petits travaux ou du montage de meubles et autres. Lui, sa promesse, c'est de te mettre en relation avec que ce soit des particuliers, des pros, des artisans, mais avec des gens qui vont pouvoir réaliser ce besoin que tu as. Alors, on ne parle pas forcément de faire construire une maison, mais si tu as besoin de repeindre une clôture, de fixer, tu vois, de fixer des choses au mur, ou monter un meuble, typiquement monter un meuble Ikea, ce que tout le monde a sans doute déjà fait ou essayé de faire dans sa vie. Ouais, d'accord. L'idée, c'est que tu puisses poster ton besoin et qu'un jobber puisse y répondre. D'accord. Et donc il travaille aujourd'hui vraiment comme c'est vraiment le maillon à la sortie des magasins. Donc il travaille beaucoup avec les enseignes qui vendent soit des produits pour des travaux, Brico Dépôt, Castorama, qui travaille avec Ikea aussi. Et en fait c'est un petit peu la solution, c'est la solution montage ou exécution qui vient derrière, qui est souvent plus fiable, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et moins coûteuse que la solution interne que ces magasins-là avaient l'habitude de promouvoir. Ouais. Et il a monté cette boîte il y a quelques années maintenant. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans et c'est un brillant entrepreneur que je suis ravi d'accompagner. Je suis toujours à son board. D'accord. Et c'est un plaisir à chaque fois de le retrouver, on va dire, dans le cadre professionnel. Et donc, il aura plein d'anecdotes sympas à raconter, à mon avis. S'il accepte. S'il accepte. Merci beaucoup. Oh, je veux bien reprendre son nom, tu m'as dit. Guillaume de Kergariou. De Kergariou, ok. Je saurais te dire oui. Ok, ça marche. De toute façon, par LinkedIn, j'imagine qu'on doit pouvoir le trouver. Ouais. Ok. Comment on te contacte si des auditeurs veulent te contacter aujourd'hui, Alexandre? C'est quel est le moyen le plus facile sur les réseaux sociaux, sur le monde merveilleux d'Internet? LinkedIn. LinkedIn, c'est the truc. Ouais, j'utilise beaucoup donc. Ouais, moi j'avoue que moi pour te contacter, je suis passé par là, ça a été super vite. Donc ok, merci beaucoup Alexandre pour ce moment merci privilégié à toi. dans cet écran. Encore une fois, je mettrai des photos parce que c'est super chouette. C'était un plaisir. Et plaisir partagé. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt.